Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, bonjour. Vous êtes venus de toute la France pour participer à cette journée. Un certain nombre d'entre vous sont en train d'arriver, mais on va essayer de tenir les horaires, donc on va commencer maintenant tout de même. Vous êtes donc venus de toute la France et vous avez temporairement laissé vos familles, vos contraintes, mis de côté vos contraintes financières, votre emploi du temps chargé et vos problèmes d'argent pour vous retrouver ici, aujourd'hui avec nous. Et si vous êtes venus, je pense, c'est probablement pour la même chose, pour les mêmes raisons qui nous ont poussés à organiser ce rassemblement. C'est parce que vous savez que par-delà les contingences, les combats de diversion, les pertes de temps, les distractions multiples et variées dont nous abreuvent les troubles d'occupation mentale, il n'y a finalement qu'une seule chose qui compte. Cette chose tient en une phrase. Pourrons-nous exister en tant que substance sensible, historique, en tant que peuple original et souverain sur ces terres, ou aurons-nous disparu à la fin de ce siècle ? L'objet de la réunion d'aujourd'hui n'est pas, une fois de plus, de discourir, d'alarmer, d'angoisser. Comme vous le savez tous, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est pas tellement le genre de la maison. Nous ne sommes pas donc aujourd'hui venus pour vous inquiéter avec de nouveaux chiffres, vous révéler de nouveaux dangers, mais plutôt pour vous inviter à l'action. Notre combat, notre travail sera celui que nous nous sommes fixés par l'intitulé de ce mouvement, Mouvement pour la remigration. Nous engageons aujourd'hui la création d'un mouvement qui se donne pour objectif de solutionner de façon constructive, concrète, pratique, la question la plus cruciale, la plus vitale que nous ayons à résoudre, la question à côté desquelles tous les autres problèmes n'existent pas, celle de notre survie comme peuple original, distinct, sensible, spécifique dans l'histoire. Avant de parler de la façon d'y arriver, avant de le faire, je voudrais d'abord rendre hommage à ceux qui sont venus trop tôt dans ce combat. Vous comprendrez pourquoi je dis qu'ils sont venus trop tôt. Parce qu'ils étaient trop sensibles. Leurs antennes étaient plus longues que les autres. Ils ont vu avant bien d'autres ce qui se mettait en place. Ils l'ont compris, ils l'ont senti. Mais comme toutes les personnes très sensibles, avec ces antennes, je suis certain que vous comprenez de quoi je parle, tous ici, eh bien, toutes ces personnes sensibles n'étaient pas forcément non plus les personnes qui pouvaient résoudre les problèmes qu'elles identifiaient. Cassandre, lisant l'avenir, voyant se dessiner en quelque sorte l'avenir, ne pouvait pas l'empêcher. Et ces hommes et ces femmes avant nous, qui ont crié très tôt leur angoisse, l'ont fait à un moment où parfois les frigos étaient pleins, les programmes télévisés tournaient en boucle, on avait du travail, les enfants allaient à l'école, et tout cela finalement semblait comme des paroles d'oiseaux de mauvais augure annonçant des catastrophes dont personne ne voulait entendre parler. Ils sont venus trop tôt, mais qu'ils sachent tous que leurs parents, que leurs amis sachent que nous ne les oublions pas.
tous ceux qui ont risqué leur vie, leur réputation, leur carrière, pour alarmer leurs voisins, leurs amis, leur peuple, sur les dangers de la société que nous subissions, que l'on était en train de mettre en place. Ces hommes, ces femmes ont perdu parfois beaucoup en s'exposant à le faire. Quelles qu'aient été leurs erreurs, parfois de méthode, de communication, mais aussi parfois de communication, vous comprenez pourquoi? Parce que quand on est très sensible, quand on prend les choses dans la gueule avant tout le monde, vous voyez bien de quoi je parle. Vous en faites tous partie ici. Quand on prend les choses dans la gueule avant tout le monde, parce que les autres n'ont pas encore commencé à réfléchir aux possibilités d'eux, mais que pour vous, raisonnement déductif, non décomposable, instantané, évident, les choses sont claires, alors vous avez l'impression d'évoluer dans un monde demeuré, d'idiots. Vous vous sentez étranger. Eh bien, ces hommes et ces femmes, avant nous, depuis 40 ans, qui se sont exposés à prendre des coups, à perdre leur travail, à disqualifier leur réputation, à perdre parfois leur famille, à risquer leur sécurité physique, ces hommes et ces femmes qui se sont trompés parfois, parce qu'ils n'étaient pas capables, parce qu'ils étaient très sensibles, trop sensibles, parfois d'exprimer correctement ce qu'il fallait exprimer et d'apporter des réponses aux problèmes qu'ils voyaient, ces hommes et ces femmes n'en méritent pas moins aujourd'hui notre reconnaissance. Je pense tout particulièrement à un homme, je voudrais particulièrement rendre hommage à un homme, Jean Raspail, qui, il y a 40 ans déjà, dans un livre prophétique, un roman prophétique, annonçait le camp des saints, c'est-à-dire une situation qui s'approche chaque jour un peu plus de celle que nous vivons. Mesdames et messieurs, Jean Raspail est encore parmi nous, il a 89 ans cette année. Je vous demande de l'applaudir. Nous pensons à lui. Je voudrais aussi avoir un mot pour... ça va vous surprendre peut-être davantage, quoique... Je voudrais aussi avoir un mot pour Jean-Marie Le Pen, qui, sous les torrents d'injures, les sarcasmes, les humiliations parfois, a dénoncé en France, comme dans d'autres pays européens, a dénoncé l'immigration massive et ses conséquences, et a souvent su ne pas confondre les causes et les effets. Jean-Marie Le Pen a été, et est toujours, de ce point de vue-là, un éveilleur. Mais parler de ces hommes, de leur combat et aussi de leurs échecs, il faut bien le dire, c'est aussi évoquer malheureusement 40 années d'échecs, 40 années de querelles, 40 années de combats perdus, 40 années de frustration, 40 années de vie gâchée, 40 années pour 40 millions d'immigrés extra-européens de plus en Europe occidentale. Je n'accuse personne. Je vous le dis sincèrement, je n'accuse personne. J'ai moi-même 47 ans et j'aurais peut-être pu et peut-être dû mieux faire, mieux agir, plutôt autrement. On est peut-être tous dans ce cas-là. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui nous unit tous aujourd'hui, qui nous rassemble tous aujourd'hui. C'est cette conviction claire que, par-delà la dénonciation, par-delà les constats d'angoisse, par-delà le temps des éveilleurs, le temps de ceux qui se sont réveillés avant les autres et qui ont vu avant les autres mais qui n'ont rien pu faire, est peut-être revenu maintenant le temps d'une forme d'action, de travail plus méthodique, plus efficace, qui nous donne l'espoir et qui donne l'espoir aux nôtres de réussir là où nous avons échoué tous ces dernières années. Je suis certain que nous ne commettrons plus l'erreur
de ne pas assez prendre au sérieux ce combat pour nous perdre dans des querelles inutiles ou pour considérer ces engagements comme des activités compensatoires entre un entraînement de rugby et un dîner avec des amis. Car le temps où nous devrons risquer probablement tout pour ne pas perdre ce qui est plus que tout, comme le disait Padraig Pearse, le premier président de la République d'Irlande, fusillé par les Anglais le 3 mai 1916, alors, si nous reconnaissons que ce combat, par-dessus toutes les difficultés que nous aurons à rencontrer, est bien celui qui mérite notre vie, notre argent, notre temps, s'il y a un combat qui le mérite, c'est bien celui-ci. Notre tâche donc sera de créer un mouvement, et nous avons créé ce mouvement, pour rendre possible ce qui n'a pas été possible jusqu'à maintenant. Et quand on dit ça, on se dit, qu'est-ce qu'il a ? Il a une baguette magique, il va nous la sortir, un petit lapin, là, dans 5 minutes, d'un chapeau. Pas du tout. Plusieurs constats d'abord. Le premier, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. Qu'une vérité énoncée un jour, ou une action menée un jour, peut être inutile et perdue d'avance ce jour-là, et indispensable et gagnante le lendemain. Lorsque les temps sont prêts, lorsque les peuples sont prêts, lorsque les temps sont accomplis, pour reprendre un vocabulaire prophétique cher à Jean Raspail, alors les peuples s'éveillent. Bien sûr, il y a toujours dans les populations ces êtres particuliers, sensibles, un peu déclassés, un peu marginaux, un peu créatifs, bref, ceux qui sentent tout avant les autres. Mais nous le savons bien, la masse de la population ne se déplace pas, n'engage pas l'histoire avant que d'y être contraint. Il n'y aurait jamais eu la Révolution française s'il n'y avait pas eu de problème d'approvisionnement spécifique. Sur Paris, quelques semaines avant la prise de la Bastille et d'autres événements. Vous le savez bien, c'est au pied du mur que les peuples se bougent, que les peuples se déplacent, que les peuples réagissent, que les peuples se posent des questions. C'est à ce moment-là qu'ils cherchent des solutions, pas avant. Et nous sommes précisément à cet instant où les convergences catastrophiques, en quelque sorte, se rapprochent. Nous le sentons tous. D'ailleurs, si vous êtes aussi nombreux aujourd'hui et que vous vous êtes parfois déplacés de plusieurs centaines de kilomètres, c'est parce que vous le sentez bien aussi. Tout cela n'est pas qu'une question d'intelligence et de méthode. Certes, nous essaierons de faire preuve d'intelligence et de méthode, et je vous en parlerai après cette introduction. Mais c'est une question de tempo aussi, c'est une question de moment. Notre objectif donc, c'est d'être prêt, d'avoir constitué un mouvement suffisamment efficace, puissant et organisé pour que, dans les temps que nous allons vivre, c'est-à-dire dans les mois, les années que nous allons vivre, des moments difficiles, des moments tendus, qu'à cet instant, à ce moment-là, nous puissions faire entendre des solutions. Non pas des hurlements supplémentaires, comme des gorilles dans la brume, ni des couches d'autocollants supplémentaires sur les lampadaires, mais des solutions. Faire que lorsque les populations seront attentives à la résolution de ce qui leur semble encore tenir debout aujourd'hui, alors les solutions soient prêtes. Bien sûr, les solutions, ce n'est pas simplement un catalogue de propositions. Tiens, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Il en faut. Il faut travailler sur ces points-là. Vous savez, j'ai un livre qui est là derrière et dans lequel il y a un certain nombre évidemment d'éléments qui vous intéresseront, j'en suis sûr, mais au-delà de ça, il faut aussi être organisé, présent, partout. Ne pas disqualifier son combat. Être capable d'exprimer clairement et rationnellement ce que l'on veut. Donc, nous ne serons pas dans le registre des jérémiades ou de la pleurniche.
Pourquoi est-ce que nous voulons tant sauvegarder la forme, la substance, la forme particulière de nos peuples? Pourquoi le voulons-nous? Non pas parce que nous serions des fétichistes malheureux, rêvant de je ne sais quel mythe de pureté idéalisée. Non. Nous sommes attachés à notre peuple et nous voulons défendre notre peuple et lui permettre de faire face à cette histoire parce que nous savons que les peuples sont producteurs d'histoire. Nous ne sommes pas le produit de nos institutions, nous ne sommes pas le produit d'institutions elles-mêmes produits d'élites. Nous ne sommes pas une pâte à modeler produit de l'État français. Nous sommes des substances historiques sensibles qui existent et qui vivent en Europe depuis des dizaines de milliers d'années. Les derniers développements de la génétique et des tests génétiques vous l'apprendront. Si demain vous allez faire un test, vous verrez, vous n'allez pas vous tromper. On pourra toujours vous expliquer que vous avez des origines de ceci, de cela, etc. Un test génétique vous permettra très vite de comprendre que l'essentiel de votre patrimoine est stable en Europe, est autochtone en Europe depuis des dizaines de milliers d'années. Donc, ces peuples existent, ils ont une forme, ils ont fait l'histoire et ils ont développé des formes particulières, un génie propre, avec leurs défauts, leurs tares, certes, mais aussi leur génie particulier, leur façon particulière de voir le monde, de le créer, de le sentir, de le raconter. Nous ne sommes pas simplement des gens arc-boutés sur des combats de résistance, des guerres de tranchées, ayant intégré une mentalité de bunker. Nous sommes dans le flot de la vie, attentifs simplement à ce que notre vie à nous, notre forme collective à nous, celle de nos enfants, celle de nos pères, puisse continuer à demeurer vivante dans l'histoire, souveraine sur ses terres, créative, renouvelant ses formes, se projetant dans l'avenir. Nous savons aussi que, par-delà ces considérations très émotionnelles, certains pourront dire subjectives, nous savons aussi que les collectivités sont la condition des sentiments les plus élevés chez les hommes. Il n'y a pas de peuple, et là où il n'y a pas de peuple, il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de dévouement. Nous avons des consommateurs ahuris, hébétés, dépressifs, individualisés, calculateurs, isolés, malheureux, peu créatifs collectivement. Nous attendons tout simplement aussi mieux de la vie. Nous savons que la forme peuple, cette forme historique et sensible, ça n'est pas simplement un paquet de gènes en mouvement dans l'histoire, ni non plus des institutions qui cherchent à se reproduire tendanciellement identiques à elles-mêmes. C'est pas simplement une façon de construire ses maisons ou de se faire à manger. C'est tout cela en même temps. Mais c'est aussi et surtout la possibilité pour les hommes de donner le meilleur d'eux-mêmes au quotidien, d'être meilleurs au quotidien. Parce que sinon, nous sommes seuls, dramatiquement, tragiquement seuls. Nous le savons, la colonisation de peuplement que nous subissons a été interprétée par Renaud Camus comme un grand remplacement. On peut parler d'un grand remplacement, d'une substitution de population. Nous savons que ce grand remplacement n'est pas, comme j'ai indiqué tout à l'heure, une question anecdotique, mais comme je viens de vous l'expliquer encore, une question de vie et une question de mort. Nous ne sommes donc pas ici par vengeance ou par haine. Nous ne sommes pas ici pour assurer la survie d'institutions scélérates qui se sont retournées contre nous depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Nous ne sommes pas ici pour sauvegarder les acquis décadents d'une société de consommation qui n'en a plus pour longtemps. Le pari qu'ont fait nos adversaires, c'est que nous ne serions pas assez forts pour réagir, que nous serions trop divisés pour nous rassembler, trop désorganisés pour être efficaces, trop bavards
trop gaulois, trop velléitaires pour décider, trop faibles pour bousculer l'histoire. Nous le savons tous, ça n'est pas un film. Ça n'est pas un film. Il n'y aura pas Bruce Willis qui va débarquer pour sauver la Terre au dernier moment. C'est le monde réel. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce que vit notre société, c'est sa propre disparition, et ça n'est pas du cinéma. Ce que nous allons devoir faire, c'est donc nous consacrer à l'essentiel. Pour se consacrer à l'essentiel, il va d'abord falloir se rendre compte qu'il y a des combats qui nous distraient de l'essentiel. On peut en passer quelques-uns en revue, comme ça, vite fait. Insécurité, le combat pour l'insécurité, oui, bien sûr, c'est un rapport direct avec l'immigration de peuplement. Tout à fait, évidemment, évidemment. Mais engager la lutte, le combat contre l'insécurité, sans parler de sa cause principale, c'est se retrouver avec plus de flics, plus de caméras, moins de liberté. Il y a aussi d'autres combats qui servent à nous distraire, à nous occuper, voire à nous faire perdre en nous faisant gagner les guerres des autres. L'islam, par exemple, s'il y a l'islam en France, si cette religion urticante se déploie chez nous, c'est parce que nous avons accepté de recevoir des millions d'hommes et de femmes dont c'est la culture, dont ce sont les valeurs, depuis parfois des générations. Alors lorsqu'on se focalise sur l'islam, est-ce qu'on veut engager la guerre pour les convertir contre 1 milliard de musulmans ? Est-ce qu'on veut renforcer la diplomatie d'ingérence occidentale dans le monde pour aller bombarder des talibans qu'on a armés quelques années plus tôt, quelques mois plus tôt dans un pays d'à côté ? Est-ce qu'on veut obtenir un Vatican II de l'islam ? Est-ce que lorsqu'on s'intéresse ou lorsqu'on prétend combattre ou faire de l'islam le cœur du combat, on veut renforcer, défendre la laïcité ? Cette laïcité renforcée qui servira à notre oligarchie à éteindre ce qui reste de la foi et de la religion de nos pères. L'Europe. Ah oui, l'Europe. C'est la faute à l'Europe. Bien sûr, les institutions européennes ont un rôle néfaste, nuisible, catastrophique sur ces questions-là. Mais est-ce les institutions européennes qui sont responsables de la politique migratoire en France ? Réellement ? Alors non, non. Décidément, nous ne confondrons plus exactement, les causes et les effets. Terminer les combats piégés. Nous ne voulons plus perdre notre temps à perdre chaque jour en allant gagner les guerres des autres. Nous voulons simplement vivre libres chez nous. Nous voulons mettre fin au projet d'une termitière multiculturelle et totalitaire qui semble être la destination finale de la société dans laquelle nous vivons. Alors oui, parce que c'est la mère des batailles, nous allons nous intéresser à la remigration. Nous allons nous intéresser à la remigration en ne perdant pas de vue les conséquences de l'immigration. Parce que nous savons tous que cette immigration a un impact dans des tas de domaines. La sécurité des personnes, les agressions sexuelles, l'anomie sociale, les violences symboliques, les tensions interraciales, les pathologies identitaires, l'effondrement des équilibres sociaux et des équilibres économiques sociaux, le bétonnage maladif, aujourd'hui repris même par les écologistes politiques, pour construire toujours plus de logements, fabriqués par toujours plus d'immigrés. Eh oui! Nous savons que tous ces phénomènes ne sont pas des causes, mais des effets.
Et nous n'avons plus l'intention de perdre notre temps à nous énerver après les effets. Nous nous intéresserons uniquement aux causes. Cette cause, c'est la mère des batailles. Cette cause, c'est celle de la remigration, celle de l'inversion des flux migratoires. Cette cause ne sera pas simplement une cause française. Lorsque les choses ont commencé à se dégrader, le degré d'interaction existant entre nos économies, nos systèmes sociaux et les populations qui sont autour de nous va avoir un effet de contagion rapide et immédiate. Lorsque ça va commencer à glisser, ça glisse déjà pas mal, mais lorsque ça va commencer à partir en live, comme dirait l'autre, eh bien, nous allons nous retrouver dans une situation de contagion générale des problèmes. Nous le voyons déjà, au-delà de l'Europe, sur les rives sud de la Méditerranée, les populations arabo-berbères, 80 millions d'habitants, répartis sur 5 pays au total, et qui ont face à eux, avec une continuité de terre, près d'1 milliard de subsahariens. Que vont faire et que pourront faire les peuples arabo-berbères, ces populations autochtones en Afrique du Nord depuis des milliers d'années, face à ces gigantesques vagues qui commencent d'ores et déjà à se déverser sur leurs terres? Ces 80 millions d'arabo-berbères se retrouveront en première ligne pour recevoir l'explosion démographique. Le Niger, c'est 7,6 enfants par femme. Pour recevoir donc les flux de cette population qui se déversera sur leur territoire sans limite, sans fin, jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, est-ce que ces peuples sont nos adversaires? Les relations étaient difficiles. La guerre d'Algérie, il reste des souvenirs violents, difficiles. Qui les oubliera? Personne. Mais ces peuples sont aussi des peuples avec lesquels nous avons des histoires. Et pas que des histoires de haine. Ces peuples sont des petits peuples. Ce sont des peuples autochtones, eux aussi, sur leurs terres. Alors certes, ils se sont déversés de façon inconsidérée, ou on peut dire qu'on a été aussi parfois, quand je dis « on », évidemment, je ne me sens pas particulièrement responsable de la politique migratoire française, et vous non plus, j'imagine. Mais un certain nombre d'intérêts avaient intérêt à faire venir ces populations-là, et elles sont venues parfois de leur propre gré, chercher du travail, du confort, de l'éducation qu'elles n'étaient pas encore en situation de mettre en œuvre chez elles. Ok, il y en a quelques millions en France, bien. Pensez-vous réellement que ces populations ont vocation à rester chez nous définitivement? Ce n'est pas mon avis. Bien évidemment. Et la première raison pour laquelle elles ne resteront pas, pour laquelle elles ne devront pas rester en France, c'est parce que leur famille, leur maison, leur cimetière, leur montagne, la terre de leur père est en situation de tomber définitivement et d'être perdue à jamais s'ils ne réagissent pas. Nous allons d'évidence, dans les années qui viennent, être confrontés à des convergences d'intérêts avec ces populations. En France et dans leur pays, pour de nombreuses raisons. Parce que ces peuples et ces zones forment aussi un Rhineland. On a vu à quel point l'immigration en provenance de la Libye a explosé depuis qu'on a fait sauter Mouammar Kadhafi, pour qui j'ai aucune sympathie particulière, inutile de vous le dire. Mais on sait, nous savons que ces zones sont aussi des zones de filtre, des tampons. Nous avons besoin de peuples arabo-berbères libres, dignes, capables de vivre en bonne intelligence autour de la mer commune. Nous pouvons leur proposer autre chose qu'un échec, qu'une remigration vécue comme une sorte d'échec, de violence, de revanche de la guerre d'Algérie. Alors nous leur parlerons. Qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de vous dire que tout ça va se résoudre, la joie, la bonne humeur.
les explications, les convictions, etc. Nous toucherons peut-être 5%, 10% de cette population. Pour le reste, ils feront ce qu'on font toujours les peuples, ils suivent le mouvement. Mais dans notre approche, dans l'approche que nous aurons dans le cadre du mouvement pour la remigration, nous aurons le soin d'intégrer des propositions et des analyses qui ne laissent pas de côté les peuples concernés par ce qui sera à réaliser. Et parmi eux, les premiers seront bien évidemment ces populations-là. Donc je ne suis pas en train de vous expliquer que nous pourrons régler tout cela à coup d'arguments. Si le mouvement pour la remigration n'est qu'un club de pensée supplémentaire pour produire des propositions et des discours, bon, faisons des bouquins, mais ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous voulons faire du mouvement pour la remigration une organisation. Nous voulons en faire une méritocratie militante, parce que nous savons que ce qui a échoué aussi ces 40 dernières années, c'est notre incapacité chronique, et bien française, à organiser les énergies, à faire monter les talents, les vrais, pas parce qu'ils étaient copains avec machin ou de la famille de Trucmuche. Alors, si nous voulons créer cette organisation, c'est parce que nous savons que la seule production de textes et d'arguments ne suffira pas. Il va falloir provoquer. Provoquer. Des étincelles, il en faut. Nous en ferons. Provoquer, pousser à parler, faire réagir, instabiliser. Nous allons provoquer et proposer. Le mouvement pour la remigration va s'organiser sur tout le territoire français et je préfère vous le dire aussi assez clairement, les structures centrales de ce mouvement ne seront pas sur le territoire français. Car il faut bien le comprendre, l'État français n'est pas neutre. Les médias ne sont pas neutres, nous en avons déjà parlé, j'en ai déjà parlé bien évidemment. Les médias font partie du dispositif de contrôle social, évidemment. Mais l'État ne l'est pas non plus. L'État français a été retourné et est devenu la courroie de transmission d'intérêts et de moyens qui ne sont pas les nôtres. L'État français est devenu l'office de colonisation de son propre territoire contre sa propre population. Nous savons aussi que dans tout le travail qui nous attend, nous pourrons nous appuyer et nous pourrons espérer dans la réussite du seul mouvement qui ait la possibilité de faire évoluer positivement ces questions-là dans le champ politique français, à savoir le Front National. Non pas parce que ce mouvement est parfait, vous savez que je le connais bien, non pas parce que ses dirigeants sont parfaits, mais parce que c'est le seul et unique mouvement politique qui soit capable d'empêcher, lorsque la situation se dégradera encore un peu plus, d'empêcher le retournement complet de l'État et de ses moyens lorsque la situation empirera. Alors, notre travail, dans le cadre du mouvement pour la remigration, ne sera jamais susceptible de nuire de quelque façon que ce soit à ce mouvement, tant qu'il pourra jouer ce rôle. Je terminerai aussi en vous disant de façon peut-être un peu brutale que le temps est venu, et c'est pour ça que je vous parlais de discipline tout à l'heure, le temps est venu aussi de comprendre que nous ne sommes pas tous faits pour la stratégie et que le mouvement pour la remigration ne sera pas un club de bavards velléitaires de plus, mais sera un mouvement qui mettra en œuvre des compétences de façon organisée, avec des personnes compétentes, choisies, qui céderont leur place lorsqu'elles ne seront pas capables de mettre en œuvre leur mission dans des conditions satisfaisantes. Oui, vous pouvez applaudir, c'est effectivement, c'est original. C'est un peu plus original que ça n'y paraît. Nous avons aujourd'hui moins besoin de gens qui savent pourquoi il faut faire les choses que de gens capables de les faire correctement. Nous mettrons des actions de terrain, nous avancerons des propositions, nous le ferons dans le respect de toutes les sensibilités politiques,
car je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'être de droite nationale, voire d'extrême droite, pour considérer que la remigration ou que l'immigration est une catastrophe et la remigration une nécessité. Oui. Je ne le crois pas. C'est aussi un des pièges dans lequel nous nous sommes laissés enfermer depuis des années, cela. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils avaient les antennes plus longues que les autres, étaient plus sensibles que les autres, et se sont révoltés contre cette immigration sauvage, se sont révoltés contre le sort qui nous est fait, et ont fini par se persuader qu'ils étaient d'extrême droite parce qu'ils pensaient ça. Mais moi, je connais des gens parmi vous dans cette salle. Je sais que je les vois et je sais que ces gens-là ne sont pas des gens d'extrême droite. Il n'y a pas besoin d'être conservateur, réactionnaire ou nationaliste, que sais-je encore. Même si c'est pas une maladie non plus. Hein. Il n'y a pas besoin d'être tout ça pour considérer que la remigration est nécessaire et souhaitable. Alors là encore, le mouvement pour la remigration parlera à tous et essaiera de se faire comprendre auprès de tous. Nous parlerons à tous et nous parlerons en particulier à nos adversaires. Nous serons attentifs à tous parce que nous sommes des Européens et parce que nous sommes des Français. Et nous aurons toujours à cœur d'intégrer dans nos propositions, dans notre travail, toutes les parties prenantes, sans faiblir, sans concession, aucune concession sur le fond, mais avec toujours cette capacité que nous devons avoir de comprendre ce qui est beau chez ceux qui nous combattent. Alors ma conviction est simple, cette société va échouer et nous allons l'y aider. La pression va monter, la violence aussi, et nous ne ferons rien pour l'empêcher non plus. Nous l'expliquerons, nous en rendrons compte. À un moment, une étincelle allumera une série d'incendies qui achèveront de faire basculer les populations et de convaincre chacun de la non-viabilité du paradigme multiculturel et multiethnique que l'on a voulu nous imposer en pure perte. Chacun se convaincra alors de la nécessité de sortir de cette parenthèse de l'histoire, mais les Français, mais aussi une partie des immigrés, une partie importante, je le pense, seront alors prêts à entendre nos propositions et à accepter la vérité. Si nous avons bien travaillé, nos solutions s'imposeront, et elles s'imposeront alors comme les seules possibles. Certes, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, tout cela ne se déroulera pas dans la joie et la bonne humeur, dans les années qui viendront. Il y aura d'abord des départs par choix individuels et familiaux en nombre de plus en plus important à cause de la pression, de la violence, des tensions, etc. Comme je vous l'ai expliqué aussi, nous subirons les chantages, les ingérences de pays étrangers, de réseaux de pouvoir qui voudront nous imposer des situations bloquées. L'État sera la clé de ce retournement historique, nous ne ferons rien tout seuls. Et si le principal parti qui doit pouvoir s'approcher suffisamment de l'État échoue, alors les temps que nous vivrons seront des temps extrêmement difficiles. Alors voilà, c'est le moment. C'est aujourd'hui et ici qu'il va falloir commencer. Nous créons aujourd'hui, le 21 septembre 2014, à Paris, le mouvement pour la remigration, pour qu'il puisse répondre aux enjeux et aux objectifs que je viens d'évoquer. Le temps est venu de produire moins de chaleur dans ce combat et plus de lumière. Vous êtes les bienvenus, tous, au mouvement pour la remigration. Je vous remercie.